Bonjour à tous, bienvenue sur votre matinale ce matin. Nous allons aujourd'hui continuer notre débat qu'on avait entamé hier. Il s'agit justement de l'analyse, dois-je dire, du tour de la sous-région engagé par le président Romuald Wadaï. On va un peu examiner quelles en sont les retombées, surtout pour les derniers rendez-vous qu'il a pu honorer. Il s'agit de ceux de Niamey et de Ouagadougou hier. Le nouveau président de la République du Bénin avait rencontré donc respectivement et dans l'ordre le général Tiani du Niger et puis le capitaine Traoré du Burkina Faso. L'accueil réservé à ces deux étapes était très intéressant et des plus chaleureux. En tout cas, si on se fie aux communiqués qui ont sanctionné ces rencontres-là, on va faire donc une grosse analyse de tout cela lorsqu'on sera à nos moments de discussion de nos débats. Mon invité ce matin, c'est Sedami Agboton. C'est un jeune activiste très impliqué dans la vie associative et sociale. Avec lui, on va parler d'une opération de don de sang, mais surtout, on va s'intéresser sur l'importance de l'engagement du jeune dans les activités sociales. Il sera par ici pour nous dire deux mots à ce propos-là. N'oubliez surtout pas que nous sommes mercredi et que quand on est mercredi, on parle économie. Jacques Debé va nous parler de cette dernière actualité dans le monde de l'économie. L'Assemblée nationale du Bénin qui a voté une loi qui prévoit des sanctions contre ceux qui refusent les pièces et billets de banque usés. Quelles sont, je dois dire, les sanctions encourues proposées par la loi? Notre spécialiste économie sera par ici. Les autres rendez-vous seront aussi au programme, notamment à la revue de presse, le bulletin d'information et la une des journaux. Bienvenue à tous. Nous voici pour le tout premier rendez-vous. Je dois dire sur Actu Matin, c'est la une des journaux. Fraternité pour commencer, diplomatie sous-régionale, le geste de fraternité africaine de Romuald Wadaïn, Cotonou, Abuja, Niamey, Ouagadougou, Lomé, des rapprochements salutaires. Renseignement en Afrique de l'Ouest, le Bénin rejoint le mouvement des réformateurs. Lutte contre les violences basées sur le genre, facilitée par la technologie. La PESA organise un atelier d'adaptation des modules du sous-secteur éducatif. Remise de subventions aux fédérations et clubs sportifs au titre de l'année 2026. Plus de 3 milliards de francs CFA octroyés à 41 fédérations et 159 clubs. La CNSS diligente désormais une équipe au domicile des pensionnaires grands malades ou grabataires. Lettre ouverte coopération sous-régionale, l'offensive diplomatique de Romuald Wadaï au Nigeria, au Niger et au Burkina Faso. Le journal Les Quatre Vérités, réforme du renseignement au Bénin, la DSLD devient la DGS, Orphée Roncari reste aux commandes. Le journal Le Potentiel, escroquerie foncière à Zinvier, un gardien devenu vendeur, il paie cher sa fraude. Gaskiani Info, vent nouveau sur Niamey, Ouagadougou, le Bénétissa, sa toile. L'investigateur Bénin AES, un rapprochement qui complexifie la situation de Kemi Seba, Korogoné et compagnie. Et puis la tribune de la capitale, après le passage de Romuald Wadaï à Niamey, la frontière réouverte dans 15 jours, d'après la projection donc du quotidien. Voici décryptage info pour continuer toujours dans cette droite ligne-là. Bénin-Niger, vers le dégel, les frontières bientôt ouvertes. Matin libre, frontière Bénin-Niger, 15 jours de tous les espoirs. Le général Tiani, hôte de Wadaï, le 1er août prochain, c'est une question et une curiosité aussi. Avec le Burkina Faso, la coopération prend un nouvel élan d'après les échos de Matin Libre. Voici l'opinion aujourd'hui. Première visite à l'étranger. Wadaï mise sur les relations sud-sud. L'informateur Wadaï, des pas de réussite. Et puis coopération à Bénin-Niger, l'indépendant, titre Wadaï et Tiani pour une coopération bilatérale renforcée. La nouvelle génération Bénin Baccalauréat technique 2026, les épreuves pratiques lancées
conjointement par le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et le ministère de l'Enseignement secondaire. Nous continuons avec notamment Adjacen News, Ouaddaï, Niamey et Ouagadougou pour rebâtir les ponts avec les deux pays. Le quotidien Le Meilleur, Abdrahan Tiani et Ibrahim Traoré déroulent le tapis rouge à Romuald Ouadani. Bénin intelligent, vous avez compris, tout est consacré justement à cette actualité. La visite de travail au Niger, au Burkina Faso, Romuald Ouadani relance les ponts de la mise en info. Ouadani à Niamey, le dossier chaud de la frontière entre enfin en phase de dénouement. Fraternité pour deuxième passage, diplomatie sous-régionale, le jet de fraternité africaine de Romuald Ouadani, Cotonou, Abuja, Niamey, Ouagadougou, Lomé, des rapprochements salutaires. Renseignement en Afrique de l'Ouest, le Bénin a rejoint le mouvement des réformateurs. Et puis un peu plus en bas, lutte contre les violences basées sur le genre, facilitée par la technologie. L'APESA organise un atelier d'adaptation des modules du sous-secteur éducatif. Et puis remise des subventions aux fédérations et clubs sportifs au titre de l'année 2026. Plus de 3 milliards de francs CFA octroyés à 41 fédérations et 159 clubs. La CNSS diligente désormais une équipe au domicile des pensionnaires grands malades ou des grabataires. Ceci, c'est pour justement ceux qui ne peuvent pas se déplacer pour percevoir leur pension au niveau des différents guichets. Voilà ce qu'on peut retenir la une des journaux ce matin. Je vous propose qu'on fasse rapidement une revue des titres qui projettent le bulletin d'information ce matin. Perspective de réouverture de la frontière Bénin-Niger. C'est l'une des grandes retombées issues de la visite du chef de l'État Ahmed Ouaddaï à Niamey. Les deux présidents ont affiché une volonté claire de tourner la page des tensions. Le point est à suivre. Et puis l'église du christianisme céleste qui confie le septennat de Romuald Ouaddaï à Dieu. C'est à travers un culte d'action de grâce organisé par la paroisse mère de Porte-Novo. Les fidèles y ont élevé des prières à travers des chants et danses. Les détails dans un instant. Nous serons tout à l'heure avec notre invité, c'est Ami Bouton. Avec lui, on va parler de jeunes et d'activités sociales. On va surtout faire focus sur une activité intéressante, le don de sang. Il nous donnera quelques détails tout à l'heure. Et puis, comme je vous l'annonçais, on aura pendant nos débats parlé de la dernière actualité liée au rapport entre le Bénin et ses voisins de la sous-région. Après Abuja, Romuald Ouaddaï s'est rendu dans la journée d'hier successivement à Niamey et à Ouagadougou. De bonnes nouvelles nous viennent de là-bas. On va faire l'analyse tout à l'heure. Voici le bulletin de ce matin. Je vous en disais un mot tout à l'heure, les quotidiens sont revenus largement là-dessus. C'est d'ailleurs ce qui fait l'actualité ces dernières 48 heures au Bénin. Le président Romuald Ouaddaï qui a effectué une visite officielle, notamment à Abuja le lundi, à Niamey et à Ouagadougou hier. L'objectif était donc d'échanger sur la consolidation des liens d'amitié, de fraternité et de coopération agissante qui unit les deux pays. Au terme de la rencontre, faut-il dire, un communiqué conjoint a sanctionné, je dois dire, la partie faisant donc le point des sujets abordés par les deux hommes d'État. Je vous propose justement qu'on suive ici ensemble quelques éléments de ce communiqué. Le président de la République du Bénin, Romuald Ouaddaï, a effectué une visite officielle à Niamey ce 2 juin 2026. Une visite au Niger qui procède à la tradition d'échange et de consultation entre États voisins et qui témoigne de la volonté commune de consolider davantage les liens d'amitié, de fraternité et de coopération agissante qui unissent le Bénin et le Niger. Les deux présidents ont eu un entretien en tête-à-tête suivi d'une séance de travail élargi aux membres des deux délégations sur plusieurs sujets d'intérêt commun. Les échanges se sont déroulés dans un climat de grande cordialité et ont permis de faire un examen approfondi des défis auxquels les deux pays sont confrontés ainsi que les sujets majeurs qui font l'actualité au plan sous-régional et international. Au cours de leurs échanges, les deux présidents se sont félicités des relations anciennes de fraternité, d'amitié et de coopération qui lient le Niger
et le Bénin et ont réaffirmé leur commune volonté de dynamiser la coopération bilatérale et de la hisser à la hauteur de leurs ambitions et des attentes légitimes de leurs peuples respectifs qui aspirent à la paix, à la sécurité et au développement. Sur le plan sécuritaire, les deux présidents ont évoqué la menace terroriste au Sahel et en Afrique de l'Ouest. Ils ont réaffirmé leur engagement à unir leurs forces pour combattre le fléau du terrorisme et du banditisme qui sévit depuis plusieurs années dans la sous-région et qui compromet la mise en œuvre effective de tous les programmes de développement initiés par les gouvernements de leur pays. Les deux présidents se sont déclarés convaincus de la nécessité de renforcer la coopération au plan politique, économique, scientifique et culturel entre les deux pays et se sont convenus d'accroître les échanges à tous les niveaux, notamment à travers la tenue régulière de la commission mixte de coopération nigéro-béninoise. Ils ont exprimé leur engagement à œuvrer à la levée de tous les obstacles au renforcement de la coopération entre les deux pays, notamment la réouverture de la frontière Bénin-Niger. Un comité d'experts chargé de recenser et de lever les 10 obstacles ont été mis en place à cet effet. Il dispose d'un délai de 15 jours pour rendre son rapport aux deux chefs d'État. Son Excellence, le général d'armée Abdourahmane Tiani, président de la République du Niger, chef d'État, a adressé ses sincères remerciements à son frère et homologue du Bénin pour sa visite au Niger. Son Excellence Romuald Wadayi, président de la République du Bénin, chef de l'État, a exprimé aussi ses sincères remerciements à son frère et homologue du Niger pour l'accueil chaleureux et fraternel qui lui a été réservé ainsi qu'à sa délégation. Romuald Wadayi, président de la République du Bénin, a invité le général d'armée Abdourahmane Tiani, président de la République du Niger, chef de l'État, à se rendre en visite officielle au Bénin. Cette invitation a été acceptée avec gratitude et la date sera fixée par voie diplomatique. Voilà donc le compte rendu du tour effectué par Romuald Wadayi à Niamey, c'était dans la journée d'hier. Et justement, une rencontre qui a retenu l'attention par-dessus les deux frontières et la rédaction de Canal 3 Bénin a poussé une curiosité en s'intéressant un peu à l'avis des populations par rapport à cette rencontre-là. Florence Bossa, bonjour. Bonjour à vous Tanguy, bonjour chers amis et téléspectateurs. Et justement Tanguy, l'ouverture des frontières serait l'une des grandes préoccupations des populations des deux pays. Les Béninois et Nigériens rencontrés à Cotonou apprécient ce premier déplacement international du président béninois et expriment leurs attentes en ce qui concerne la situation des frontières du Niger. Vigile à Rodéon. Le président Romuald Wadayi, accueilli ce 2 juin 2026 à l'aéroport international Diori Amani de Niamey par le président Abdourahmane Tiani lui-même, au pied de l'avion en présence de plusieurs autorités nigériennes. La présente visite, hautement symbolique selon plusieurs observateurs, intervient dans un contexte marqué par plusieurs années de tensions entre le Bénin et le Niger. La plupart des Béninois et Nigériens rencontrés à Zongo, l'un des quartiers populaires et cosmopolites de Cotonou, voient dans ce premier voyage officiel du président béninois l'amorce d'une nouvelle dynamique de coopération après une longue période d'incompréhension diplomatique et de froid dans les relations économiques entre les deux pays, due notamment à la fermeture des frontières. Je trouve que c'est une très bonne initiative qu'il a prise. C'est un homme qui est responsable et qui pose pour l'instant les bons actes. Et j'espère que cela contribuera à renouer le dialogue entre États, parce que le dialogue entre populations n'a jamais cessé, malgré la fermeture des frontières. Vivement que les minutes, les heures, les jours à venir, que cette frontière qui constitue une grande porte dans la sous-région s'ouvre pour le bonheur du peuple nigérien, du peuple béninois. Les signes avant-coureurs de cette nouvelle approche de gouvernance que le président Wadayi adopte en ce qui concerne les pays voisins ont été notés le 24 mai dernier à l'occasion de son investiture. À l'investiture, tous ces pays qu'il est en train de visiter, ils sont venus, ils ont accepté le changement que le peuple béninois a souhaité. Déjà c'est un pas et vous allez voir que les gens crient, on est en joie. Vraiment, on a l'espoir que peut-être avec le nouveau président,
ça puisse aller. Parce que sans Bénin, Niger, ça ne va pas. Sans Niger aussi, Bénin aussi, ça ne va pas. Surtout, problème de frontières là. Il y a beaucoup de pays qui passent par là. Donc, que Dieu fait qu'ils vont s'entendre. J'espère que bientôt, on va pouvoir ouvrir la frontière et surtout faciliter le transport des biens, des marchandises et des personnes. L'espoir de la réhabilitation des relations économiques entre le Bénin et le Niger, voilà le sentiment qu'on partage le mieux par ici. Et l'ouverture très attendue des frontières entre les deux pays pourrait être, selon Béninois et Nigériens, la première action économique d'impact du mandat du président Romuald Wadayi. En image, à présent, le président de la République, Romuald Wadayi, poursuit sa visite d'échange et de consultation entre États voisins. Après Niamey, il s'est rendu à Ouagadougou. Là-bas, Romuald Wadayi a été accueilli par le président du Burkina Faso, Ibrahim Traoré, à son arrivée à l'aéroport international de Ouagadougou. Après les hymnes et les honneurs militaires, les deux chefs d'État ont échangé lors d'un tête-à-tête au salon d'honneur de l'aéroport avant de rejoindre le palais présidentiel pour une séance de travail consacrée au renforcement de la coopération militaire, économique et dans d'autres domaines entre le Bénin et son voisin du Nord-Ouest. Et puis, dans un autre registre, à présent, la sœur Annick Sounouveau de l'Institut des servantes de l'amour rédempteur du Christ lance son ouvrage intitulé « Professer l'amour, le oui de l'aube à Cotonou ». C'est une autobiographie dans laquelle l'auteur donne le témoignage d'une vie profondément ancrée dans la foi chrétienne, mais éprouvée par de longues années de douleurs liées notamment à la maladie d'insuffisance rénale. Son ouvrage se présente donc comme un geste d'amour et de reconnaissance envers Dieu et un message d'espérance. Virgile Arodi. De sa couverture blanche, flanquée de deux mains en prière, portant le crucifix d'un chapelet, Professer l'amour, sous-titré Le oui de l'aube, est une œuvre autobiographique de 242 pages, subdivisée en 5 parties et 17 chapitres, derrière lesquels se cachent d'une part 5 décennies de vie terrestre faites de longs moments de doute et de combats douloureux contre la maladie et d'autre part 25 ans de vie religieuse pendant lesquels l'auteur a éprouvé le profond désir de faire renaître l'espérance dans les cœurs désespérés. Bref, c'est l'histoire d'une femme intellectuelle, religieuse, Annick Sounouveau, qui porte un regard introspectif sur son passé, non pas pour s'y retrancher, mais pour s'ouvrir au monde extérieur. 25 ans viennent justement de passer et l'auteur, résiliente professe, nous invite dans cet entre-soi du souvenir dans lequel la douleur et la grâce se sont tenues par la main pour la mener à elle-même et ensuite vers le Seigneur. Je peux vous rassurer que ce livre, empreint de témoignages et d'espérance de renaissance, reflète une vie, un combat, une longue expérience douloureuse et surtout une résilience dans la foi. Une résilience dans la foi que l'auteur raconte dans un langage chargé d'émotions, empreint de finesse, de profondeur et de bienveillance. Des mots forts qui procèdent de son cœur et de son expérience. La vie qui m'a été rendue, je refuse de la garder pour moi seule. En recevant cette nouvelle vie, j'ai également reçu une mission, celle de ne jamais oublier ceux qui continuent de lutter dans le silence et de la souffrance. Professer l'amour, le oui de l'aube, est suivi d'un single intitulé « La vie triomphera ». L'auteur dit vouloir porter la voix de ceux que l'on entend très peu, en l'occurrence les enfants atteints d'insuffisance rénale, pour qui l'œuvre est entièrement dédiée. Retour sur la célébration de la journée nationale de l'arbre. La Donga n'est pas restée en marge des manifestations de la 42e édition. Pour cette année, c'est un espace d'1 hectare à proximité de l'EPP d'Edera dans la commune de Djougou qui a servi de cadre pour la mise en terre de 3 variétés de plants. Toutes les mises en terre se sont déroulées sous la présidence de l'autorité préfectorale et du chef de l'inspection forestière de la Donga. Sous la présidence du préfet de la Donga,
Les gestes s'enchaînent et les actes se posent pour un couvert verdoyant sur cet espace aménagé à Dédéra, dans l'arrondissement de Barieno, commune de Djougou. C'est la mise en terre des plants à l'occasion de la Journée nationale de l'arbre. Ici, les différents acteurs en charge de l'environnement et autres partenaires posent le geste utile pour sauver notre cadre de vie. Le thème de cette année intitulée « Les enfants ambassadeurs des forêts engagées pour un Bénin verdoyant » est un appel à la passation de témoins et à faire de nos enfants la cheville ouvrière de la préservation de nos forêts et de nos écosystèmes forestiers. La cérémonie est d'une importance capitale. Elle marque l'engagement des autorités et des populations à préserver l'écosystème forestier, menacé par la pression des activités humaines. Aujourd'hui, nous ne faisons pas que planter des arbres. Nous plantons des espoirs. Nous cultivons la vie et nous bâtissons un héritage pour les générations futures, que ce soit par la plantation d'espèces autochtones pour restaurer nos écosystèmes ou par la création des zones vertes dans nos écoles pour un cadre de vie plus agréable. Avant la mise en terre des plants, place à la remise d'équipements aux enfants ambassadeurs des forêts. Les participants ont aussi suivi une communication présentant les données techniques de l'occupation du sol dans les 4 communes de la Donga. L'effort de plantation est de 2,95%. On finit avec la messe d'action de grâce organisée à la paroisse mère de Porto Novo par l'Église du christianisme céleste en l'honneur du Bénin et de son nouveau président Romuald Wadaï. Les fidèles ont donc prié sur la nation et pour la réussite du mandat du nouveau président de la République. Reportage. Ce culte d'action de grâce de l'Église du christianisme céleste, présidé par son chef mondial, le révérend pasteur Benet Adeogun, est dédié au président Romuald Wadaï. Pendant plus de 3 heures, prières, chants et exhortations se sont succédés pour confier à Dieu le nouveau locataire de la marina. Avec une joie profonde et une espérance renouvelée que l'Église du christianisme céleste adresse ses plus chaleureuses et fraternelles félicitations au président nouvellement élu, son Excellence, M. Romuald Wadaï. L'Église tout entière lui formule ses vœux les plus ardents de succès. Nous tenons à lui réaffirmer solennellement la proximité spirituelle et priante de toute notre communauté de foi. Les fidèles célestes ont également salué l'œuvre de Patrice Talon à la tête du Bénin ainsi que son appui au processus de réunification de leur Église. Que Dieu Tout-Puissant lui accorde santé, paix, longévité et abondante bénédiction pour la suite de sa vie et pour tous les engagements qu'il continuera d'assumer au service du bien commun. Par ce culte, l'Église du christianisme céleste renouvelle ses prières pour la paix, l'unité et le développement du Bénin. Eh bien, Tanguy, c'est la fin de ce bulletin d'information. Laurence Bossa, merci beaucoup d'avoir présenté. Ce fut un bonheur pour moi de partager ce plateau avec vous depuis lundi matin. Très bonne journée à vous. Merci à vous aussi, Tanguy. Mesdames et messieurs, merci. Mesdames et messieurs, de la journée sur Canal 3 Bénin, des programmes vous sont réservés pour vous permettre de vous informer davantage tout au long de la journée. Donc, vous avez les grandes éditions d'information, par exemple,
à 13h, à 19h30 et à 22h30. Et vous avez des éditions intermédiaires, notamment à 11h et à 16h. Ces rendez-vous vous permettent de vous donner une idée de l'actualité par la fenêtre de la rédaction. Restez toujours fidèles et câblés à Canal 3 Benin, la meilleure télévision, en tout cas en termes d'information à Cotonou. Actu Matin va se poursuivre. Voici mon invité. En page des sports, on va parler de gros sous tout à l'heure, vous allez le découvrir. Mais avant, voici mon invité de ce matin, c'est Dami Abouton. Monsieur Abouton, bonjour. Bonjour, monsieur. Jeune acteur de la société civile, activiste très engagé dans les actions sociales, le militantisme et la vie associative. Vous êtes fondateur de l'Académie du leadership. Vous êtes engagé dans beaucoup d'activités, mettons, de la vie associative. Bonjour, bienvenue sur mon émission ce matin. Avec vous, on va découvrir un peu quel est l'intérêt que les jeunes ont à militer dans les associations et surtout constater l'affaiblissement de leur engagement au profit donc des œuvres sociales. Puis après, on va découvrir aussi cette activité que vous initiez assez innovante. C'est une cérémonie de don de sang. Ma première curiosité, comment vous arrivez à vous en sortir quand vous êtes dans 1001 associations? Merci, monsieur Tanguy, de me recevoir. Vous savez, l'implication des jeunes dans la vie associative est définitivement un véritable levier de transformation sociale, citoyenne et même politique. Okay. Et le Bénin, justement, possède une tradition associative très dynamique qui est portée par des associations de jeunes, des associations estudiantines, des ONG. Et donc, c'est normal de voir un jeune comme moi, aujourd'hui, militer dans plusieurs associations. Alors, comment on s'en sort? J'ai envie de dire, c'est essentiellement par la passion. Okay. L'envie d'impacter sa communauté, l'envie d'aider les autres à avoir une meilleure vie, de meilleures conditions. C'est cela qui est notre carburant chaque jour. Mais ce n'est pas salarié. Et c'est ça qui rend la chose difficile. C'est ça, c'est surtout la passion qui vous permet de servir dans ces associations-là. C'est vraiment l'envie d'aider sa communauté, c'est vraiment l'envie d'avoir un impact, de pouvoir réaliser des choses, de pouvoir écrire son histoire et donc de participer. Qu'est-ce qu'on gagne fondamentalement à militer dans une association de façon très engagée comme vous? Vous savez, ce qu'on gagne à militer dans des associations, c'est le développement personnel et professionnel. Vous savez, dans ces organisations, on apprend beaucoup de choses. On apprend la vie en communauté, on apprend le leadership, on apprend la communication, on apprend la gestion de projet, on apprend l'interaction avec les couches vulnérables, et on apprend surtout à comprendre les besoins fondamentaux de nos concitoyens et les besoins de notre pays. Et les jeunes, je ne sais pas si c'est l'information qui leur manque, de moins en moins ils sont intéressés justement par l'engagement social. C'est un phénomène qui est observé, en effet, tout simplement parce que, vous savez, chaque génération a ses besoins. Et chaque génération a une interprétation de sa participation à la vie associative. Les jeunes sont moins intéressés parce que le focus est de plus en plus ailleurs. Ah oui, c'est où ça? Sur les réseaux sociaux, sur la réussite, sans qu'on ne montre les échecs ou le prix à payer pour arriver à atteindre un certain niveau de performance. Oui. Donc de plus en plus de jeunes sont pressés d'atteindre certains objectifs qu'ils voient sur les réseaux sociaux, sans forcément comprendre qu'il faut un parcours, il faut un processus, il faut un chemin. Et justement, les clubs associatifs vous permettent de faire ce processus-là pour tailler votre pierre et puis pouvoir être un jeune qui s'exprime bien dans la société. S'exprime par ses mots et également par ses actions. Est-ce que quelque part, ce n'est pas de votre faute, par vous personnellement, ces jeunes qui quand même, vaille que vaille, sont engagés, etc. Est-ce que ce n'est pas de votre faute du fait que vous n'arrivez justement pas à transmettre cette flamme passionnée-là à des gens qui peut-être n'ont pas encore trouvé l'intérêt à faire comme vous? Il faut avouer que c'est une responsabilité que portent les associations.
parce qu'il faut bien évidemment former, informer la prochaine génération de bénévoles. Et quelquefois, il manque à ces associations-là beaucoup de séances de vulgarisation et d'information. Vous savez, quelquefois, les gens ne font pas les choses, pas parce qu'ils ne veulent pas, mais simplement parce qu'ils ne comprennent pas leur intérêt à participer à ces actions-là. Il faut le leur faire comprendre. Mais qu'est-ce que gagne le Bénin fondamentalement aussi à voir ces associations vivre? C'est vrai que parfois on a l'impression que l'État n'a pas vraiment grand intérêt à les voir prospérer. La dernière modification de la loi concernant justement les associations démontre un peu que on a un peu compliqué les choses, comme si on était dérangé de voir les associations et les ONG prospérer. On peut voir la chose sous cet angle-là, mais il faut comprendre que la dynamique du gouvernement, c'est vraiment de réglementer le milieu de la vie associative. C'est pour ça qu'il faut inscrire son association pour qu'on ait un répertoire réel des associations qui vivent. Et vous n'êtes pas sans savoir que dernièrement, on a rajouté au cahier de charge du ministre des Sports l'engagement civique. Absolument. Simplement parce qu'il y avait déjà un ministère de la jeunesse devenu ministère des Sports et une direction de la jeunesse et de la vie associative. Donc ça a toujours été au cœur de la stratégie de développement du gouvernement, même s'il n'y a pas beaucoup de communication dessus. Mais définitivement, aujourd'hui, nous avons des dirigeants qui pensent aux associations de jeunes, à les réglementer, à les organiser pour que véritablement ça devienne définitivement un levier de transformation sociale et politique et économique. Elles ont toujours été, dans une certaine mesure, un handicap pour les gouvernants. Pendant la période révolutionnaire, ce n'est pas les partis politiques qui ont résisté, je dois dire, au gouvernement militaire, mais plutôt les associations, notamment estudiantines, etc. Quelle est la valeur ajoutée de l'existence d'une association, je dois dire, dans le fonctionnement et l'évolution d'un État? Vous savez, l'évolution d'un État est garantie par la qualité de sa jeunesse. Nous avons définitivement tourné la page dans notre pays du militantisme à outrance qui peut parfois perturber l'action du gouvernement. Nous avons tourné cette page-là et c'est justement pour ça, je ne me fais pas l'avocat du gouvernement, mais de ma position de citoyen et de bénévole, c'est ce que je comprends. C'est vraiment organiser les jeunes pour qu'ils deviennent une force de développement. C'est ça le but définitif. Donc c'est à cela que chacun doit travailler, chaque dirigeant, chaque fondateur d'organisation, chaque membre de ces associations-là doit travailler pour que nous puissions être des jeunes organisés sur qui on peut compter pour l'avenir. L'une des limites de ces associations, c'est la difficulté à avoir des activités innovantes. Et parfois, on a comme du copier-coller. C'est quoi? On n'est pas très inspiré souvent. Vous savez, je milite depuis près d'une vingtaine d'années dans les associations de jeunes. Et j'ai fait un constat très simple. Il y a deux problèmes que doivent régler les associations. C'est le problème de l'effectif et c'est le problème de la ressource financière. L'effectif de qualité, parce que bien souvent, on ramène les gens pour faire le nombre, parce qu'il faut avoir des quotas dans les clubs. Tout à fait. Et puisque vous n'avez pas un effectif de qualité, ça a un impact sur les finances, parce que les gens ne payent pas les cotisations, les gens ne viennent pas pour les bonnes raisons, et donc ils ne contribuent pas. C'est cela qui fait également qu'on n'a pas vraiment d'innovation dans les actions qui se font, parce que les gens arrivent, on leur demande de venir faire le nombre, ils regardent ce qui est fait avant, et puis ils recopient tout simplement. Donc, déjà, par rapport aux idées d'action, mais ensuite par rapport aux finances, parce que innover a un coût. Et donc, il faut chercher du financement, il faut toujours chercher les bonnes volontés. Et lorsque ce sont les mêmes, à chaque fois qu'on sollicite, eh bien, dans le temps, ils s'épuisent. Donc, ça pose d'autres problèmes qu'on va peut-être pas aborder aujourd'hui, mais c'est ça la réalité. Justement, parlant d'activité, vous avez décidé d'organiser une séance de don de sang et vous dites que ce n'est pas comme ce que les autres font. Parlez-moi de cette activité. C'est une action commémorative des 5 années d'existence de l'Académie du Leadership. Okay. Nous avons, conjointement avec un club de lecture qu'on appelle le Bucolique, puisque c'est une action conjointe, nous avons décidé d'organiser une action à fort impact citoyen, humain, mais également sanitaire. La particularité avec Bucolique, puisque c'est un club de lecture, c'est que nous avons intégré des panels sur de la lecture, sur la santé.
Et nous récompensons les 200 premiers donneurs qui arrivent par un bouquin. C'est quoi l'idée d'allier séance de don de sang et affaire de livres? Et j'imagine peut-être que celui qui est en train de donner son sang a 5 minutes pour parcourir un livre aussi. Vous savez, le sang, c'est la vie. Ouais. Et en tant que jeune qui participe à la vie associative dans son pays, je peux vous dire que lire, c'est nourrir son esprit. Et donc, c'est d'une manière ou d'une autre vivre correctement. Parce que vous devez avoir un corps sain, mais vous devez avoir un esprit sain pour pouvoir participer au développement de votre pays. Et nous avons vu que c'est une action conjointe. Nous nous sommes dit, une organisation qui est purement dans le leadership et une organisation de jeunes qui sont passionnés de lecture, comment on fait pour joindre ces deux passions-là pour offrir quelque chose d'innovant. Ça permet également aux donneurs qui arrivent de ne pas simplement venir donner leur sang, mais également de s'instruire, de s'informer et puis de penser à inscrire la lecture dans leur façon de fonctionner quotidiennement. Oui, mais donner son sang, ça prend à peine 10-15 minutes. Est-ce que ce temps-là est vraiment important pour profiter de sa lecture, pour profiter de ces moments? Justement, avant de donner son sang, il faut bien être dans certaines conditions. Vous savez, il y a plusieurs personnes qui vont venir donner leur sang. Donc, pour occuper les donneurs pendant la période d'attente, eh bien, nous avons initié des panels et des discussions qui vont se faire. Les livres qui sont offerts ce jour-là, ou du moins qui seront offerts ce jour-là, ne sont pas destinés à la lecture sur place. C'est justement pour que les gens puissent prendre le temps de choisir déjà les livres qui vont leur être distribués, mais également de s'essayer à la lecture. Et sur ces panels-là, nous allons parler de l'importance de la lecture, nous allons parler des bénéfices, des bienfaits pour un acteur, on va dire un citoyen qui a envie d'avoir un impact tout simplement. Donc, ils vont apprendre aussi, je dois dire, l'importance de la lecture, comme vous le dites, et ils n'auront pas la liberté de choisir leur livre. Alors, les 200 premiers arrivés auront peut-être la liberté de choisir leur ouvrage, puisque nous sommes quand même ouverts, on ne va pas imposer aux gens. Voilà. Il va y avoir un ensemble de livres, et puis les premiers arrivés seront bien évidemment les premiers servis. Quel est l'univers thématique de ces livres-là? Vous avez des livres de développement professionnel, vous avez des livres de développement personnel, vous avez également des livres techniques sur diverses disciplines, l'économie, les bâtiments, voilà, l'anglais, etc. Donc vous avez un ensemble de livres sur diverses thématiques qui peuvent être parcourus et choisis. Votre défi, c'est quoi en termes de mobilisation de sang? Notre défi, c'est atteindre les 500 poches de sang. Ah oui? Ça va se passer comment et où? Quand? Ça va se passer le samedi prochain, le samedi 6 juin au Centre EA de 8h à 15h. Ah d'accord. Nous avons associé des partenaires mobilisation, donc nous invitons toutes les entreprises qui ont envie de s'associer à cet événement-là en mobilisant leur personnel pour justement donner leur sang. Nous avons beaucoup de partenaires mobilisation. Nous espérons qu'avec la communication et avec ces partenaires-là, nous puissions obtenir ces 500 poches de sang-là. Du courage à vous. Merci beaucoup. Un mot pour finir. Un mot pour finir, c'est inviter toutes les personnes qui se sentent en capacité de donner leur sang à venir nous rejoindre le samedi prochain de 8h à 15h au centre. Et vous savez, l'Agence nationale de la transfusion sanguine évalue à une poche chaque 3 minutes de sang pour la demande en République du Bénin. Ah oui? Plus de 51% des demandes concernent les enfants et plus de 30% concernent les femmes. Ça veut dire qu'aujourd'hui, le besoin est immense pendant que les réserves sont quand même très limitées. Donc en tant que citoyen, nous avons la responsabilité de participer à cela pour que on puisse baisser le taux de mortalité qui est lié au manque de sang pendant les accouchements ou pendant la prise en charge des enfants. C'est Ami Aboton, merci beaucoup d'être venu sur mon plateau. Je rappelle que vous êtes fondateur de l'Académie de leadership. On a parlé un peu de la vie associative, de l'engagement des jeunes aussi. On s'est intéressé à votre initiative qui allie don de sang et lecture. Merci d'être passé sur l'Actu Matin. Très bonne journée à vous. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, voici maintenant les sports.
Tanguy, bonjour. Tanguy, bonjour. Ce matin, on va parler de beaucoup de sous, même si dans nos poches, il n'y a rien du tout. Le ministère des Sports et de l'engagement civique qui souhaite une saison 2026 fructueuse aux fédérations et clubs sportifs du Bénin. Le ministère des Sports, vous l'avez rappelé, a souhaité bonne saison sportive. Et comment? À travers donc la remise des subventions de l'État aux différentes structures sportives au titre de l'année 2026. Il s'agit donc de l'accompagnement du gouvernement aux fédérations et clubs sportifs qui s'inscrivent dans le cadre, dans la dynamique de développement du sport national. Une subvention, une dotation qui est désormais attribuée après une évaluation rigoureuse des bénéficiaires sur des critères de performance organisationnelle, technique et sportive, un mécanisme par lequel l'État mise sur la croissance du niveau de performance et une structuration durable de l'écosystème sportif béninois. Un montant total des subventions octroyées aux fédérations et clubs sportifs au titre de l'année 2026 s'élève à plus de 3 milliards de francs CFA. Au même moment, le gouvernement suspend la subvention autrefois dédiée à la D3 de football en vue donc de concentrer ces actions sur un championnat U17 dont la structuration est attendue de la fédération béninoise de football. Je vais justement vous faire ici un petit aperçu des différentes cagnottes reçues par les différents bénéficiaires au niveau des fédérations sportives. La fédération béninoise de basketball reçoit un chèque de 100 millions de francs CFA. La fédération béninoise de handball, elle reçoit un chèque de 110 millions de francs CFA, 100 millions pour la fédération béninoise d'athlétisme, 60 millions pour la fédération béninoise de cyclisme, même montant pour la fédération béninoise de karaté-do, 44 millions de francs CFA pour la fédération béninoise de taekwondo, 30 millions de francs CFA pour la fédération béninoise de roller sport, 20 millions de francs CFA pour la fédération béninoise de badminton, 20 millions pour la fédération béninoise de natation, 17 millions de francs CFA pour la fédération béninoise d'escrime et puis 5 millions de francs CFA pour la fédération béninoise de bras de fer sportif. Au niveau des clubs sportifs, il faut le dire, Ayema Football Club reçoit un chèque de 66 millions de francs CFA. Nadia Football Club reçoit 22 millions de francs CFA. Associé Basketball Club reçoit 11 millions de francs CFA. AS Le Laurier Handball Club reçoit 11 millions de francs CFA, autant de sous pour l'équipe des académiciens Handball Club et celle d'Amal Volleyball Club. Voilà donc en quelque sorte les sous reçus par les différents clubs sportifs et fédérations sportives hier à l'occasion donc de la cérémonie de remise de subventions attribuées aux différents mouvements, différentes structures et organismes justement de l'écosystème sportif national. Je vous propose de suivre ici un extrait de l'intervention du ministre des Sports et de l'Encadrement civique Benoît Dato à l'endroit donc du mouvement sportif béninois. Notre action s'inscrit dans une vision claire, faire du Bénin une nation sportive et rayonnante. Nous devons accélérer la cadence dès maintenant. Et cela implique plus de rigueur dans la gestion, plus de méthode dans l'organisation, plus d'ambition dans les résultats et surtout plus de travail collectif. Chers acteurs du mouvement sportif, l'État joue sa partition. Nous continuerons à accompagner, à soutenir, à encadrer. Mais la réussite dépend avant tout de vous. Ces subventions que vous recevez aujourd'hui ne sont pas une fin. Elles sont un levier pour mieux faire, un levier pour aller plus loin ensemble, un levier pour transformer durablement notre sport. Je compte sur chacun de vous pour en faire bon usage. Et je vous souhaite à toutes et à tous une bonne saison sportive 2026. L'État joue sa partition, mais la réussite dépendra justement de l'engagement et surtout de la rigueur de l'ensemble de la famille des sportifs béninois. C'était là le mot du patron des sports béninois. Et cette dotation transmise par le ministère des Sports et de l'Engagement civique vient une nouvelle fois booster la dynamique de développement
du sport national, mais aussi encourager son rayonnement international dans toutes les dimensions. C'est justement un appui qui vient accompagner ces différentes fédérations sportives et différents clubs à justement bien organiser les différentes activités, notamment les compétitions au plan national et aussi la participation de nos différentes sélections, toutes disciplines confondues, aux différentes compétitions sous le plan sous-régional, continental et international. Je vous propose d'écouter ici quelques bénéficiaires qui se sont exprimés à notre micro hier à l'issue de cette cérémonie de remise. C'est inédit, ça fait la deuxième fois que cela se reproduit et qu'une fédération sportive aujourd'hui soit en mesure de rêver d'une subvention annuelle. Chaque année, je pense que c'est un très grand effort fourni par le gouvernement pour structurer le sport en République du Bénin. Et pour nous aujourd'hui, c'est un grand soutien, c'est d'ailleurs une contribution qui booste nos efforts, que ce soit à l'échelle nationale en matière de structuration, de développement et de promotion de notre discipline sportive, que ce soit à l'échelle nationale qu'internationale. Ce que le gouvernement apporte à travers le ministère des Sports dans le développement, dans la participation du bras de fer sportif aux compétitions internationales n'est pas à négliger. Vous pouvez déjà constater que le bras de fer sportif a l'habitude, a cette manie-là de voyager tout souvent avec une très forte délégation. Et donc on comprend en quelque sorte ce soutien et nous sommes prêts à continuer dans la même lancée, encourager le gouvernement, l'inciter à nous soutenir davantage et que les prochaines années, on passe peut-être à 10 ou 20 millions, qui sait. Tout d'abord, je tiens à remercier infiniment le ministre pour ce travail impeccable qu'il fait. Ce travail aujourd'hui qui nous permet, nous, en tant que fédération, de mieux s'organiser pour structurer nos activités pour un lendemain meilleur. Avec ces subventions, je crois que nous allons faire de notre mieux, toujours pour hisser haut le drapeau national sur le plan international et permettre à nos athlètes d'être bien formés et bien en forme pour aller représenter valablement le pays dans les grandes compétitions. Le gouvernement béninois, à travers donc le ministère des Sports et de l'engagement civique, souhaite à sa manière une bonne saison sportive 2026 à ses fédérations et clubs sportifs, et de son côté le mouvement sportif national entend justement bien entendu relever les défis et surtout porter haut les couleurs nationales pour un rayonnement du sport béninois sur des scènes internationales. Et parlant de performance à l'international, la sélection nationale du taekwondo revient de Bamako avec une médaille de bronze décrochée au championnat d'Afrique senior de la discipline. La délégation béninoise est rentrée à Cotonou dans l'après-midi de ce mardi, au lendemain de cette compétition continentale qui s'est déroulée du 30 mai au 2 juin 2026 dans la capitale malienne. Parmi les athlètes qui ont défendu la couleur nationale, Dagba Sibelina Limage a réussi à sortir la tête du lot en décrochant pour le Bénin la médaille de bronze dans la catégorie des moins de 62 kg avec un succès en quart de finale face au Tchad et une élimination aux portes de la finale contre une adversaire marocaine. Au-delà de cette performance, les autres athlètes ont essayé de se rapprocher tout au moins du carré d'as dans leurs différentes catégories. Tossou Bennett, chez les moins de 63 kg, a été éliminé en quart de finale. Kiki Romaric, au niveau donc des plus de 87 kg, a aussi été éliminé en quart de finale après une victoire face au Cameroun à l'étape des 16e de finale et des 8e de finale. Puis Omekan Armand, un athlète para justement taekwondoïste, également éliminé en quart de finale face à un représentant du pays hôte. Allez, on change de discipline maintenant pour le reste de l'actualité sportive de ce matin. On va rester avec les sélections nationales du Bénin. Les Guépards footballeurs, il faut le dire, affronteront finalement le Niger et le Togo au cours de cette trêve internationale de juin
2026. Le Soudan qui avait été choisi en remplacement à l'équipe de la République centrafricaine après donc le tirage au sort de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations où l'équipe centrafricaine s'est retrouvée dans le même groupe que le Bénin. Cette équipe du Soudan ne sera finalement pas le tout premier adversaire du Bénin au cours de cette trêve internationale. Ça sera justement le Niger, alors que le Soudan et le Togo étaient les deux adversaires programmés pour affronter, que les Guépards allaient affronter au cours de ces journées FIFA. La bande à Guinée va finalement défier le Niger et le Togo. Les dates sont par ailleurs maintenues pour les deux matchs et le Bénin sera face au Niger le vendredi prochain à 19h au stade Père Diego au Maroc, avant d'en découdre le mardi prochain avec le Togo à la même heure mais au stade El Barchi, toujours au Maroc. Des confrontations amicales qui vont permettre au staff technique de voir de nouveaux joueurs avant donc l'ouverture des éliminatoires de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations qui sera co-organisée par le Kenya, la Tanzanie et l'Ouganda. Une étape des éliminatoires qui va s'ouvrir précisément au mois de septembre prochain. Pour rappel, le groupe des Guépards alliés Casablanca ce mardi, après donc une semaine de stage fermé à Cotonou avec un groupe plus ou moins au complet. Les Amazones seniors sont aussi dans l'actualité. La dynamique enclenchée depuis quelques mois déjà par le ministère des Sports va permettre à Noélie Abamo et ses coéquipiers de bénéficier une nouvelle fois d'un rassemblement dans le cadre des journées FIFA et bien de ce mois de juin 2026 à l'occasion de la trêve internationale. L'équipe féminine 2026 sera en stage au Maroc en même temps que les Guépards. Selon les informations, elles auront à disputer 2 matchs amicaux face à la sélection féminine du Maroc, un regroupement qui permettra d'entamer la préparation des éliminatoires des Jeux Olympiques de Los Angeles 2028. Les Amazones exemptées du premier tour qui vont débuter leur campagne par le deuxième tour des qualifications programmées en octobre prochain avec un adversaire comme le Mali Tanguy. Allez, on va parler maintenant, je dois dire, de la CAN des moins de 17 ans. Et justement, cette compétition continentale qui est arrivée à son terme. Et on peut deviner qui a été sacré champion entre le Sénégal et la Tanzanie. C'est justement les Lions de la Teranga qui ont remporté la partie. Malgré que les choses ont bien débuté pour les tout petits de la Tanzanie, c'est finalement le Sénégal qui sort vainqueur de cette édition de la Coupe d'Afrique des Nations en terre marocaine. Il faut le dire, le Sénégal qui remporte la CAN 2026 en s'imposant face à la Tanzanie au tir au but, 4 tirs réussis contre 2 après un score nul d'un but partout au thème du temps réglementaire. Les Lions s'offrent ainsi le deuxième sacre dans la compétition après le tout premier titre décroché à l'occasion de l'édition de 2023. Tanguy, depuis 2022, le Sénégal s'impose pratiquement sur le continent dans toutes les catégories. Et cela mérite un procès. Hein. On ne peut pas régner de façon dictatoriale comme ça sur le football africain et sans partage en plus. Bon, plus sérieusement, le Sénégal a travaillé longtemps, je dois dire, son football. C'est vrai que, je le disais hier, hein, après la génération Diouf, autour de 2000, 2002, etc., on a eu un Sénégal qui a tâtonné, qui a erré, mais qui a retourné dans les centres de formation. Et n'oubliez surtout pas que ce qui a fait, je dois dire, le lit à cette belle trajectoire du Sénégal, c'est l'ouverture, je dois dire, du Sénégal sur, mettons, de grands clubs français et européens de façon générale, où il y a de grands contrats, en tout cas entre les centres de formation à Dakar et puis les grands clubs où il y a, je dois dire, une facilitation de passage entre donc ces deux partenaires, de sorte que ça a fouetté, je dois dire, l'envie, l'engouement, l'intérêt et surtout la rigueur de travail au niveau donc de ces centres de formation. Le résultat, on a ce que nous avons là. Le résultat, enfin le travail, ça paye toujours, c'est une évidence. Donc on n'est pas bien surpris de voir le Sénégal régner sur le toit de l'Afrique. Une preuve en plus que le travail de formation à la base soit toujours ses fruits. Absolument, c'est d'ailleurs, je dois dire, une belle illustration puisque le Bénin est aussi en train de donner des résultats et on peut dire que c'est parti, je dois dire, des classes sportives par exemple qui permettent aujourd'hui à révéler, je dois dire, nos jeunes sœurs, nos jeunes filles qui de plus en plus sont désormais très intéressées par les activités sportives. Et aussi ce programme qui permet aujourd'hui à de jeunes joueurs de participer à de grandes compétitions sur le plan continental et même mondial. Il faut le souligner dans quelques
mois. Les jeunes guépards de scolaires de moins de 18 ans seront en Chine pour la Coupe du Monde scolaire. On n'en est pas encore là. On n'en est pas encore là. Il faut aussi souligner que le gouvernement béninois entend supprimer sa subvention au niveau de la D3 de football pour concentrer ses actions au niveau donc d'un championnat U17 dont la structuration est attendue de la Fédération béninoise de football. Au Bénin aussi, on prépare, justement, on entend aussi préparer la relève et surtout de manière assez structurée. Au niveau donc de cette Coupe d'Afrique des Nations, la Tanzanie qui termine finaliste malheureuse sort aussi équipe fair play de la compétition pendant que l'Égypte, l'équipe de l'Égypte sort bien entendu médaillée de bronze de cette édition de la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 17 ans qui s'est déroulée au Royaume Chérif. Meilleur buteur, nous avons Dimas Atanasi de la Tanzanie, meilleur joueur du tournoi, il est aussi tanzanien. Bien entendu, Issa Achol et bien entendu le meilleur gardien, il est sénégalais Hassan Sarr qui a même arrêté des tirs au but hier dans la partie qui a opposé le Sénégal à l'équipe de la Tanzanie. Allez, on va s'intéresser maintenant à une compétition encore plus majeure, la Coupe du Monde de 2026 dans exactement 8 jours. La course à la succession de l'Albi Céleste sera officiellement lancée entre les 48 nations qualifiées. En attendant le coup d'envoi, nous vous proposons ce matin les règles confirmées pour la compétition. L'intervention de la VAR en cas de deuxième carton jaune injustifié, bien entendu, est instaurée en cas d'erreur d'identité et lorsque l'arbitre sanctionne la mauvaise équipe pour une infraction, ce qui entraîne l'émission d'un carton rouge ou jaune au mauvais joueur. L'intervention de la VAR après l'accord d'un corner à tort, bien entendu, est aussi retenue à condition que la vérification puisse être effectuée immédiatement et sans retarder la reprise du jeu. Les joueurs se couvrant la bouche lors d'une altercation seront automatiquement sanctionnés d'un carton rouge. Les joueurs soignés sur le terrain doivent rester 1 minute en dehors du terrain, sauf pour les gardiens de but, les chocs tête contre tête, les commotions cérébrales, si l'adversaire est averti pour la faute ou si le joueur doit tirer un penalty. Les joueurs ont 10 secondes pour sortir lors d'un remplacement. À défaut, leur remplacement ne sera autorisé à rentrer qu'au prochain arrêt de jeu, après donc au moins 1 minute écoulée. Au compte donc un compte à rebours virtuel de 5 secondes sera lancé si un joueur met trop de temps à remettre le ballon sur le terrain. Si le ballon n'est toujours pas en jeu, passé ce délai, la touche sera donnée à l'équipe adverse. Pour un dégagement au pied, l'adversaire se verra accorder un corner par ailleurs. Les cartons jaunes seront effacés après donc les matchs de poule, puis après les quarts de finale pour éviter un trop grand nombre de suspensions pour accumulation d'avertissements. Une pause fraîcheur obligatoire de 3 minutes durant chaque mi-temps. Voici donc quelques règles retenues pour la prochaine match de football mondial, la course justement à la succession de l'Albi Céleste. On va finir ce matin le tour d'horizon de l'actualité sportive avec les résultats de la 5e journée de la phase retour du championnat professionnel de volleyball. Plusieurs rencontres déroulées le week-end dans le cadre de cette 5e journée. 7 déroulées au cours de l'après-midi du samedi. Au niveau des hommes, Vaisseau s'est imposé par 3-7 à 1 à Jiba Omnisport. Pendant ce temps, la JSPA s'est inclinée 1-7 contre 3 devant l'équipe de MSC et puis l'AS Cotonou. Volleyball Club s'est imposé par 3-7 à 0 à l'équipe d'Assonion. Toujours samedi, mais au niveau des dames, Vaisseau s'est battu par 3-7 à 1 Jiba Omnisport. Même score pour la victoire d'Amal Volleyball Club devant l'équipe d'Étincelle. La JSPA a battu par 3-7 à 0 MSC, puis victoire 3-7 à 1 de Hirondelle devant l'équipe de l'AS Cotonou. Sur la deuxième partie du tableau, toujours comme temps pour la 5e journée de la phase retour du championnat professionnel de volleyball, dimanche, 4 matchs ont été disputés au niveau des messieurs. Finance VBC s'est imposé par 3-7 à 0 à l'équipe de Jiba Omnisport. Même score pour la victoire d'Énergie et de l'USCK respectivement devant Aditya et la JSPA. Et puis victoire 3-7 à 1 pour l'équipe de la JSPA devant l'équipe d'Étincelle. Et puis au niveau des dames, 3 matchs ont été disputés. Queens VBC s'est imposé par 3-7 à 0 à Jiba Omnisport. Même score pour la victoire d'Énergie et de la JSPA respectivement devant Aditya et l'équipe de Phoenix. Allez, ça sera tout pour l'actualité des sports ce matin, Tanguy.
Merci beaucoup, Candide, pour le tour d'horizon de l'actualité. J'ai vu que le football et ses règles évoluent et s'inspire souvent des séquences, mettons, vécues, que ce soit dans les grands championnats européens, surtout cette affaire de carton jaune et d'identité, etc. Et ça m'a rappelé, justement, je crois que ça doit être les quarts de finale, les huitièmes de finale de la Champions League cette année entre le Bayern de Munich et le Real, avec ce carton jaune sur Kamavinga, qui fait la peine de rentrer dans le jeu et qui a reçu 2 cartons successivement. C'est vrai que dans le geste de l'arbitre, on a senti qu'il avait complètement oublié qu'il lui avait infligé un carton jaune. Et puis le geste qui avait appelé le second jaune n'était pas aussi, je dois dire, anti-jeu que ça pour appeler un deuxième carton jaune. Malheureusement, il a eu pour son compte et ça a dû peser sur l'équipe. Oui, sur l'équipe et justement sur son image, lui qui a été traité de traite, on va le dire comme ça. Carrément. Carrément, après donc cette situation fâcheuse qui a conduit, on va le dire, à l'élimination de l'équipe du Real Madrid en temps. Allez, comment est-ce qu'on prépare la Coupe du Monde là? C'est la semaine prochaine, hein, je crois. Ouais, ça se prépare très bien. On se prépare à donner à nos téléspectateurs, à faire vivre cette compétition à nos téléspectateurs de la plus belle des manières, avec justement 2 petites séquences qui vont rapprocher beaucoup plus les téléspectateurs de la compétition, que ce soit les avant-matchs ou les après-matchs. Tout ce qu'il y aura autour de la compétition, on va le faire vivre à nos téléspectateurs dans les moindres détails. J'imagine qu'on va faire focus sur les équipes africaines qui participent. Les 10 qui participent justement à la compétition cette année. Une première dans l'histoire, autrefois, c'était justement 5 pays au niveau du continent qui participaient à la compétition. Ça va commencer par 2, on est allé à 3, on est allé à 5. Oui, 5 et voilà, désormais, aujourd'hui on est à 10. Est-ce que ça donne plus de chance à l'Afrique de soulever la Coupe désormais? C'est vrai que le quota était vraiment, je dois dire, inégal et surtout injuste, parce que quand vous voyez le nombre d'équipes européennes qui participent à la rencontre, je dois dire mondiale, et le quota réservé à l'Afrique, c'est totalement injuste. Très injuste. On est parti de 2, vous l'avez rappelé, après on est allé à 3 et finalement à 5, et cette fois-ci on est à 10. Très injuste, et aujourd'hui le quota il est encore minime pour un continent africain qui organise aussi une compétition majeure, la Coupe d'Afrique des Nations, qui est ici pour nous la plus grande fête et la plus belle, et si on peut le dire comme ça, si ce n'est qu'au niveau donc mondial, on a cette compétition mondiale à laquelle on prend part également, mais au-delà de ça, ça ne donne pas forcément la chance à l'Afrique de s'offrir le trophée. Ah non, mais on a quand même évolué en termes de qualité, de niveau de jeu. Oui, même si à la précédente édition, le Maroc a pu franchir la barre des demi-finales, je ne pense pas qu'à l'heure actuelle, ce quota offre déjà la possibilité à l'équipe, à une équipe africaine, mais au-delà de ça, tout va se jouer sur le terrain, et tout va se jouer justement sur le parcours de nos différentes sélections. Candide, bonne journée. Merci. La belle aventure hebdomadaire s'arrête ici. On va se voir certainement la semaine prochaine. Oui, à lundi prochain. À lundi prochain. Mesdames et messieurs, voici maintenant la rubrique économie avec Jacques Débé. L'actualité au niveau du Parlement béninois a été marquée par le vote de cette loi assez singulière qui sanctionne désormais le refus fantaisiste de pièces de banque ou de billets de banque usés. L'affaire intéresse beaucoup les populations. Jacques Degbé s'y est intéressé aussi. On va en parler sur mon plateau ce matin. Jacques Degbé, bonjour. Jacques, rejeter une pièce de monnaie ou un billet de banque peut coûter très cher à l'auteur de cet acte désormais au Bénin. Oui, c'est une amende allant de 100 à 500 000 francs CFA que vous risquez désormais au Bénin en refusant une pièce sous prétexte qu'elle est lisse ou un billet alluant qu'il est froissé. On parle bien sûr des monnaies émises par la BCAO, la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, mais c'est ce que plutôt la nouvelle loi adoptée le 22 mai dernier par les députés à l'Assemblée nationale.
nationale. Il s'agit en réalité d'une loi communautaire que le Bénin est en train d'intégrer dans son arsenal juridique interne. Vous n'êtes pas sans savoir que le Bénin fait partie de l'espace UEMOA, Union économique et monétaire ouest-africaine, et les règles à ce niveau également sont claires. Pas question de rejeter une pièce ou un billet, quel que soit son état, pourvu que cette monnaie soit légale, c'est-à-dire qu'elle ne soit pas un faux billet ou une fausse pièce. Le texte précise que désormais, tout reçu de paiement en billet ou pièce ayant cours légal, même s'ils sont coincés ou altérés par l'usage, constitue une infraction. C'est illégal, tout simplement. En clair, en République du Bénin, conformément aux lois nationales et communautaires, vous ne pouvez plus, lors d'une transaction, rejeter une pièce de 100 francs, 200 ou 500 francs CFA par exemple, sous prétexte qu'elle est liste. Même chose pour les billets froissés, sinon, en le faisant, vous encourez amende située entre 100 et 500 000 francs CFA devant la justice béninoise. Le président de la commission des finances de l'Assemblée nationale, l'honorable Gérard Benonci, a été clair d'ailleurs sur la question, par question de refuser une pièce pour un billet. Absolument. Et je crois que la loi est la bienvenue, surtout avec cette attitude parfois insupportable de certains vendeurs. Je ne sais pas si vous l'aviez remarqué, Jacques, la pièce de 250 francs CFA est systématiquement rejetée, quelle que soit sa nature, quel que soit son état aussi, tout comme les petites pièces de 5 francs et de 10 francs, de 25 francs aussi, que les gens pensent qu'elles sont réservées essentiellement pour les sacrifices notamment liés aux traditions africaines de croyance. C'est une bonne chose que de voter une loi, Jacques. C'en est une autre que de veiller à sa bonne application, et surtout quand on sait que certaines lois sont restées, ma foi, sans effet majeur sur le comportement des citoyens béninois, comme par exemple la loi sur le sachet. Comment est-ce qu'on peut arriver à implémenter dans la pratique cette loi-là, Jacques? La question tendue est d'autant plus importante parce que, vous l'avez bien fait de le rappeler, il y a des mesures effectivement dans ce sens qui ont échoué sur le terrain. Le 3 septembre 2020, le ministre de l'économie et des finances d'alors, aujourd'hui président du Bénin, Romuald de Wadani, avait fourni un communiqué pour interdire cette pratique du rejet de pièces de monnaie et d'éléments émis par la BCAO au motif que ces pièces sont altérées, mises au reste de éclat ou que les billets de banque sont froissés ne seraient plus valables. Le communiqué n'a jamais été signé par les agents économiques que nous sommes. La BCAO a de son côté réitéré à plusieurs reprises que les pièces lisses et les billets usés conservent l'intégralité de leur valeur d'échange tant qu'ils n'ont pas été officiellement démonétisés, mais c'était comme si l'institution électrique prêchait dans le désert. Tout ça mis ensemble fait qu'on se demande si la nouvelle loi votée par le Parlement béninois sera respectée. La question a d'ailleurs été posée au président de la commission des finances du Parlement, mais le député Gérard Benonci rassure, il y a une phase de sensibilisation, une phase d'explication pour que nous puissions intégrer dans nos habitudes qu'on ne doit pas refuser l'argent à laisser entendre le parlementaire la semaine dernière dans le journal de 20h de la télévision nationale. Alors, comment la sensibilisation va se faire? Le député Benonci n'est pas allé en profondeur à ce niveau, mais si j'étais son conseiller, tant pis, je lui suggérerais de viser sur les masses médias, la télé, la radio, la presse écrite, pour sensibiliser les populations, les pouces, les communiqués, les émissions dans diverses langues, notamment les langues nationales, peuvent aider à faire passer le message. Et puisque nous sommes à l'aise numérique, il faut aussi associer les réseaux sociaux pour atteindre l'objectif, pour que tous les agents économiques soient informés de l'existence de cette loi. Les députés en tant que du peuple peuvent par ailleurs effectuer des descentes sur le terrain, notamment dans les villages, les hameaux, les quartiers de ville, pour sensibiliser la masse. Il faut donc une communication accrue sur la question, mais maintenant au-delà de la sensibilisation, il faut aussi fonctionner. L'expérience a prouvé que sous nos yeux, il faut appliquer la manière forte pour obtenir des résultats. Si 2 ou 3 personnes se retrouvent devant les cours tribunaux pour avoir refusé les pièces ou un billet froissé, cela peut servir de leçon aux autres. Voilà ce qu'il faut peut-être faire sur le terrain réellement pour que cette politique-là puisse réellement marcher, pour que cette loi soit réellement appliquée.
Jacques, et la loi ne s'est pas arrêtée là. La loi s'est intéressée aussi à une autre catégorie de manipulateurs de monnaie et de billets de banque. La loi réprime, je dois dire, les commissions, ceux qui perçoivent des commissions en offrant des services d'échange de monnaie, par exemple. Et j'imagine que des activités comme celle des cambistes doivent finalement s'arrêter. Oui, vous avez bien vu, Tanguy, la loi est très claire sur la question. Il faut dire que le législateur a monté le ton. On peut le dire ainsi. Cette fois-ci, le législateur se montre privé à ce niveau. La nouvelle loi prévoit des peines de prison allant de 10 ans à 7 ans pour les personnes impliquées dans la contrefaçon, la falsification de billets de pièces. De plus, elles peuvent être condamnées à une amende pouvant atteindre 10 fois la valeur de la monnaie saisie avec un minimum de 1 million de francs CFA. Au-delà du simple refus d'acceptation, le texte de loi promulgué par les députés de loi criminalise les pratiques d'altération volontaire de la monnaie fiduciaire. L'article 14 de la loi punit ainsi une peine d'emprisonnement allant de 1 à 6 mois ferme toute dégradation délibérée des coupures de banque. Cette sanction vise particulièrement la fâcheuse habitude de certains acteurs économiques, notamment les cambistes informels et certaines grandes surfaces consistant à stamper, vous savez, télécharger, maculer ou apposer les cachets ou les tampons entre les billets de banque en guise de marque de reconnaissance. Les autorités rappellent que ces altérations volontaires réduisent la durée de vie des signes monétaires et compliquent leur traitement automatisé par les institutions financières. Donc, désormais, si vous faites un billet de banque pour lui, c'est pour reconnaître, pour qu'on sache que c'est mon billet. Là, c'est vous coûter très cher, cela peut vous amener en prison, cela peut vous conduire à payer de postes d'amende. Tout ceci, Tanguy, constitue un tournant répressif. Tournant répressif, j'ai marque une rupture importante jusqu'à présent. Le gouvernement béninois particulier du ministère sortait de communiquer et autres, ça n'a pas suffi. Cette fois-ci, c'est comme si on allait travailler dans la vie. On espère que cela va porter ses effets. On va espérer vraiment, Jacques, une dernière curiosité, mais le monsieur qui a quelques billets de banque, notamment une petite coupure et qui offre son service à quelqu'un qui a besoin de la monnaie, si les deux arrivent à s'entendre et qu'il y a une commission qui paraît dedans, en quoi est-ce que ça dérange l'État? Quelles sont les conséquences en réalité de cet acte? Si vous le faites et que personne n'est informé, c'est mieux pour vous. Ah oui. Mais si par hasard, le législateur, l'agent de police est informé, quelqu'un décide de porter plainte. Ça commence à poser problème. La condition est autre, une partie décide de porter plainte. Voilà, devenez les dégâts. Donc, si vous le faites en cas de personne n'est informée, je pense que vous en sortez à bon compte. Bref, c'est difficile que vous avez été victime de cette affaire de pièces vides ou de billets froissés. C'est l'habitude ici à Bamako où les conducteurs de taxi moto, les femmes au marché, dans les commerces et autres, lorsque le billet ça devient un petit souci, on vous dit, monsieur, on ne peut pas prendre ça. Et parfois, c'est peut-être le dernier billet que vous avez en poche, la dernière pièce que vous devez utiliser. Imaginez que la difficulté. Ça empêche l'activité économique. Ça déséquilibre l'activité économique. Et je crois que le législateur a vu juste en votant cette loi, puisqu'il faut véritablement qu'on puisse arrêter avec cette pratique. Nous n'avons pas beaucoup d'argent. Et c'est nous qui refusons encore le petit véhicule en économie. Je crois que c'est une attitude un peu orgueilleuse. C'est une attitude un peu, je vais dire, de montrer qu'on est ici, on est sensibilisés, c'est nous qui sommes les. Voilà quoi. Donc il faut arrêter cela. Je crois que nous devons tous, que nous soyons population, autorité, et autres, les banques également travaillent que cela soit être appliqué sur le terrain. L'autre détail important, c'est les échanges de billets de monnaie au niveau de la BCA ou la Banque centrale de l'État de l'Afrique de l'Ouest. Beaucoup ne savent pas qu'il y a possibilité, lorsque vous avez un billet que vous sentez que mon temps n'est plus trop, il y a cette possibilité-là de se rendre à la BCAO pour échanger cette monnaie. C'est vrai que c'est un processus un peu compliqué. Je crois qu'au niveau des autorités monétaires également, il va falloir travailler à décentraliser la chose. Il y a des villes où il n'y a pas de banque, il y a des villes où c'est vraiment compliqué. Il faut qu'on puisse travailler véritablement s'il y a cette possibilité-là. Et je pense que cette pièce-là n'est plus ce qui est là un peu poissé et j'aille au niveau de la banque pour qu'on puisse le changer peut-être un billet beaucoup
Jacques, merci beaucoup d'avoir été en ligne. C'est vrai que dans les marchés, les acteurs ont des méthodes assez curieuses et des comportements assez bizarres avec les billets de banque. Certains qui n'ont pas de testeurs, par exemple, ont des procédés assez bizarres de tester les billets que vous leur tendez. Il y en a qui, mettons, grignotent le bout du billet pour évaluer sa validité. Il y en a qui le froissent carrément, qui le jettent par terre pour voir la vitesse à laquelle le billet se déploie de cette froissure-là. Et c'est compliqué, ça endommage carrément le billet. Oui, c'est tout ça qui contribue malheureusement à endommager, à froisser les billets. Normalement, c'est ici. Vous n'avez pas... Vous savez, je le dis souvent, le billet, nous n'avons que la valeur du billet. Tandis que vous avez un billet de 10 000 francs dans votre poste là, le billet même ne vous appartient pas en réalité. C'est la valeur du billet qui vous appartient. Absolument. Rappelez-vous de cette fois où notre compatriote Kelly Seba avait brûlé un billet de banque à Dakar. Voilà, il a été démêlé avec la justice. Tout à fait. Parce que oui, les 5 000 francs l'appartiennent en termes de valeur. Mais le billet même ne l'appartient pas. Le billet appartient à la PCA. Vous n'avez en aucun cas le droit d'altérer ce billet-là, de mettre un signe, de brûler, de froisser le billet. Ce n'est pas de votre ressort. Si vous le faites, vous pouvez avoir des problèmes avec la justice. Jean Debré, merci beaucoup pour cette partie d'échange assez intéressante. Je vous souhaite de passer une très bonne journée à Paracoum. Merci également. Très bonne journée à tous. Merci. Retour à Cotonou, en effet, ici. Mesdames et messieurs, on va continuer à dérouler le programme sur Actu Matin. Je vous rappelle qu'on aura le débat tout à l'heure. Mais avant, je vous propose qu'on découvre le magazine de ce matin qui va nous amener sur une activité, notamment le travail du fer. Il y a une communauté dédiée à ça et qui s'y consacre depuis la nuit des temps. Nous sommes là à Bomé. Il s'agit d'une collectivité réputée dans l'activité. Je ne vais pas vous la découvrir davantage. Le magazine, vous y êtes. Bomé, l'un des plus célèbres de la ville historique du centre Bénin. Un quartier rendu très populaire par une collectivité tout aussi célèbre qui s'y est établie depuis la nuit des temps. Il s'agit des Rontons plus grands. C'est pourquoi dans chaque famille, il y a toujours un... Gbèsè bọ̀ yẹn dà fọ́pá yọ mẹ́ pé ẹ̀dìdẹ́ fi yọ ẹ lọ kọ́ ọ̀nà kúntàn ìsìsì pọ̀ ti pọ́n ẹ lọ kúntàn ìsìsì pọ̀ ìgbà fọ́pá ẹ̀ náà ẹ̀ dọ́ pọ́n ó má sọ̀ fi èpè di hàn ẹ ká ló tó ọdún pé ọdún yọ ẹ náà lẹ́ pélé ẹ̀ fi bẹ̀rẹ̀ ọ̀nà tí a sáà ti bọ̀ pé lọ́ pé ọ fílẹ̀ kọ́tàn díye ìyànà bí sísí ẹ̀ níyàn níjàwó yọ ẹ náà fọ́pá mi ọ̀gbẹ́ dè. La forge est organisée en plusieurs ateliers, dans un espace d'entre 10 et 12 mètres carrés environ. Bẹ́ẹ̀ náà ṣe gbọ́n sí bẹ́ẹ̀ náà kán kàǹtì bẹ́ẹ̀ náà ká kíkà rí ewu kàkà bùwé àbùtán ní ewu kà bẹ́ẹ̀ fi èdè lè náà gbọ́n èdè yẹn
C'est un travail à la chaîne. On peut l'engager tout seul, ce qui oblige à parcourir l'ensemble des ateliers nécessaires à la fabrication de l'objet. Parfois, on peut aussi s'entendre et faire le travail en équipe avec d'autres personnes avec qui on partage les charges et les bénéfices à la fin. Le forgeron est au contact quotidien de la chaleur, puisqu'il doit travailler à redonner diverses formes aux métaux. Cela passe par une première étape de la formation du prototype de l'objet à fabriquer et du choix de la matière à utiliser.
Là ça. Nika kula na blo yo. Ni no tibo. Ko no leko e mai sa blo funa ten ya o. Aka blo ko leko. Blo yo so. Ko to ma mi a bo ile ji tiali asisi gambo ko kombino angre obi. Ko to ma mi a kanji abola asisi gambo ile yi. Ko to me kale mi a bi na le mi a ti je wa asisi kan o. Bo ni ile ji tiali ele ti ni na ti yo en ale wa. Esi wa ti ba foko. Esi wa ti mo ti a filo le na wa ni le. Dagbomi tó lẹ́gbẹ̀ẹ́ wọn sùkọ́ta sí société dákúdákú lẹ́dí bẹ̀bẹ̀ kankọ́ ìgbèlè yọ èyàn ìfínẹ́gbónú mọ̀ ká lọ́tí bọ̀ lọ́tí yọ àṣọ à ń tí wẹ́ ọ ẹ̀dẹ̀ náà bá a rẹ̀ ká bù tí a dé wọn èkè wá jọ ní kókó bí yọ ìwà jẹ́ pìtẹ́jì ìjẹ́ pìtẹ́jì yọ mẹ́nilẹ́kìlọ̀ yé tẹ̀lé ìwọ̀ ìmọ̀kọ̀ gbóná sáàmì ẹgbẹ́jà mẹ́nilẹ́rì sọ fìdíyàn mọ̀mọ́ àkàmì pẹ́ mi wá sọ̀nà dá yìí yọ mìíràn ìbàbá rè kàn án. Adi ate gblegble obìnrin gblegble edele bọ̀mí mọ́ ilé mi sí ọ lọ́wọ́ ìrádà pẹ́tò. Si le métier a résisté au temps et traversé de nombreux siècles, il a perdu un peu de sa superbe. Les produits finaux ont gardé leur forme artisanale et les jeunes héritiers sont de plus en plus tournés vers des métiers plus modernes, moins exigeants, plus intellectuels. Ceux qui y sont encore, y sont en attendant mieux. Punya kursus ça et joy ouais ça me fait là ça me gomme c'est bien bien c'est vraiment de bukati bukifi ka je gbe fún ye du je nle go e ma bi ọmọ mo je ton ji o je ko da ko mo je so ba ya so na àti ṣe de bo so na ton de bo da ko ti ko da so ba mais regarde donc un peu tu vois yo non. Si certains y sont encore attachés, c'est certainement parce que le métier représente une source importante de revenus, le plus souvent la principale. Mais c'est aussi pour sauvegarder un savoir-faire multiséculaire qui est la marque distinctive d'une collectivité dans une société fortement castée. Donc, à quoi il peut continuer, il était dans le camp fort. Tapi motor ni, ain fivu, anto fivu, pay fi, ain fivu fi.
ta konta ni vio ya fini fito na bro ta konta ni vio fito na fini ni tie yo na bro mais ta konta ni vio ça c'est quoi par exemple attendez moi alors fito pour ya de ujan wọ́n sì gbé wà. Devenue une collectivité de grands cadres et d'intellectuels, les Huntonji continuent malgré tout de travailler le fer, mais plus à l'échelle aussi élevée que par le passé. Sollicité hier par le roi d'Abomey pour l'équipement de son armée, tout l'arsenal de guerre, mais aussi pour la mise au point d'outils aratoires, les ayatollahs sont de moins en moins visibles aujourd'hui par leur métier, réduit essentiellement à la fabrication d'objets de parure et pour des besoins ponctuels liés au travail de métal. Comment est-ce qu'on peut, enfin, un cadre peut aller à l'école, se faire former en médecine occidentale et continuer à garder ses racines? Justement, nous pouvons, à partir d'un moment, considérer que nous n'avions pas le choix parce que la médecine occidentale a des choses à nous apprendre. Donc, il faut aller les apprendre. Mais une fois que nous sommes allés les apprendre, mais comment est-ce que nous oublions comment nos parents, sans jamais être allés à l'hôpital, guérissaient les maladies? Comment pouvons-nous oublier ça? Si son État ne lui offre l'emploi que taillé sur la mesure de celui qui est allé à l'école occidentale, il s'en accroche et c'est fini. Je suis d'accord avec vous que l'État devait avoir une vision holistique pour intégrer tout ce qu'il y a de positif dans notre culture, dans notre tradition. Nous avons tout un trésor dans les connaissances et le savoir fondamental que nos ancêtres nous ont laissé. À quel moment nous l'exploitons? Donc voilà ce qui vous donne. En juin, avec Canal+. Le coupé décalé, il faut l'avoir, Vincent. Si tu n'as pas ça, t'es mort. Tu peux pas. Demandez, vous serez servi. On vous attend. 100% de toutes vos envies, seulement avec Canal+. Avec Canal+, donnons de la voix. En ce moment, réabonnez-vous à votre formule habituelle et profitez de 30 jours offerts à toutes les chaînes. Et si vous n'êtes pas encore abonné, le décodeur HD est à 3000 francs dès la formule Access. La parabole et l'installation sont offertes. Vous avez besoin d'une connexion Internet fiable que vous pouvez partager avec toute la maison? Vous rêvez d'un abonnement Internet illimité qui vous tient tout le mois sans ralentir? Avec Canalbox, découvrez l'Internet sans limite de gigas. Avec la fibre Canalbox, passez au très haut débit avec l'offre Start à 50 mégabits par seconde ou l'offre Premium à 200 mégabits par seconde. En ce moment, la box et l'installation sont gratuites pour toute nouvelle souscription à partir de l'offre Start. Vite, rapprochez-vous de nos vendeurs en rose ou d'une boutique Canal+, Canalbox pour vous équiper dès maintenant. Pour plus d'infos, appelez le 70 44 ou rejoignez-nous sur nos réseaux sociaux. Canalbox, le vrai Internet illimité sans limite de gigas. On connaît tous ce sentiment. Quand tu as tout donné et que rien ne vient. Quand les obstacles s'enchaînent et que tu veux lâcher. Mais parfois, c'est dans ces moments-là que tout commence. Parce que croire, c'est déjà jouer. Et jouer, c'est vivre. Nous sommes une marque proche de vous, fiable, engagée. Johannesburg, on parie sur vous. On peut le dire, hein, il y a de bonnes nouvelles qui nous viennent de Niamey depuis hier. Les chefs d'État du Bénin et du Niger se sont vus dans une ambiance, mettons, très intéressante, hein, fraternelle. C'est le général Tiani lui-même qui s'est porté au pied de l'avion pour recevoir le tout nouveau président du Bénin élu récemment. Ils ont discuté de l'état actuel des rapports entre les deux pays.
Il y a même un délai qui a été fixé. Loris, bonjour. Franck, bonjour. Eric, bonjour. Les équipes, mettons, des deux pays devraient travailler et trouver une solution d'ici une quinzaine de jours à peu près par rapport justement aux frontières qui sont fermées côté Gaïa. Bonne nouvelle, Franck. Très bonne nouvelle. Hier, j'ai suivi avec attention la visite de Romuald Wadayi à Niamey à travers la chaîne nigérienne la télévision nationale qui a retransmis en direct cette visite-là. De l'aéroport jusqu'à la présidence, pour les images que j'ai vues, cette visite était attendue. C'est attendu dans un contexte que vous savez très bien, que nous avons décrit ici hier. C'est attendu parce que les gens sont fatigués de cette querelle-là que nous entretenons depuis 2023. Et hier, il y a une seule image qui a résumé tout ce que j'ai vu hier. Un journaliste qui, à la fin, interrogeait un Béninois. Je ne sais quel est ça, enfin, ce qu'il fait, ce Béninois là-bas, si c'est un étudiant ou un fonctionnaire, je ne sais pas trop. Mais à la fin, le journaliste lui posait la question pour prendre ses impressions. Et il a fini par la phrase, écoutez, il faudrait que nous nous embrassions comme avant, il faudrait que nous redevenions des frères comme avant. Et le journaliste qui lui disait, nous commençons déjà ici. Ils se sont embrassés devant micro et caméra. C'est-à-dire que le temps des impressions de ce citoyen, de ce compatriote béninois, le journaliste a même oublié, disons, son job, parce que l'unité était plus forte, parce que la paix, quand la paix intervient, la paix vous prend, c'est que vous abandonnez tout. La paix est au-dessus de tout. Donc je pense que c'est une très belle visite. Pour ce qui est de la visite à Niamey et les retombées, vous avez vu Tiani qui est attendu très prochainement à Cotonou, et puis après il est allé au Burkina Faso avec la même ferveur pratiquement. Je pense que Wadayi a bien pensé, il a été inspiré, je ne sais quel esprit l'a vraiment inspiré pour qu'il commence ses premières sorties par ces pays, et nous avons beaucoup plus gagné. Je pense que les choses vont s'arranger avec ce que j'ai vu hier sur les images. Eric? Non, je pense que nous avons été témoins d'une très belle visite d'État. C'est le moment de dire merci à ce peuple ami et frère du Niger qui a bel et bien reçu le chef de l'État béninois dans une ambiance fraternelle, beaucoup de couleurs, beaucoup de joie. Et cela se lisait dans les visages. On voyait combien toute la mobilisation du côté de Niger s'était vraiment préparée pour faire de cette visite un événement spécial. Et je pense que c'est la même chaleur que nous avions aussi ressentie à Cotonou, ce déplacement du chef de l'État. Vous savez, dans les rapports entre les États, il y a le temps des querelles, le temps des incompréhensions, il y a aussi le temps de dialogue, il y a le temps où les nations se décident de mettre derrière ou de côté tous les obstacles qui peuvent justement les amener à ne pas s'entendre et aller justement sur le chemin de la réconciliation. Et ça, nos deux peuples l'ont souhaité. Toutes les personnes que nous avions interrogées dans le cadre de cette visite, que ce soit des Béninois, que ce soit des citoyens nigériens vivant ici à Cotonou, c'est cette seule phrase. Nous voulons qu'au sommet de nos États, eh bien, les chefs d'État donnent l'exemple et l'image de ce que nos deux nations doivent composer ensemble. Donc je pense que cela transparaît aussi dans le communiqué final qui a sanctionné cette visite, où les deux chefs d'État ont marqué un certain nombre d'accords. La reprise de cette commission entre la partie du Niger et la partie du Bénin pour que les questions de coopération soient abordées. Ce comité d'experts qui a été mis en place pour justement évaluer la situation, faire le recensement des obstacles, soumettre un rapport d'ici 15 jours à l'effet de prendre une décision. Aussi cette volonté de coopération dans les domaines culturels, économiques et sociaux. Nous avons tellement tant de choses à construire ensemble que nous n'avons pas le temps à perdre justement dans des questions qui doivent véritablement nous diviser. Nos peuples ne demandent que ça. Et je pense que les deux chefs d'État ont compris le sens et l'orientation que les deux peuples ont voulu donner à notre cohabitation, et il ne reste qu'à acter cela au niveau État. Riche.
Oui, je retiens à travers ce que nous avons vécu hier, que ce soit le peuple du Niger ou le peuple du Bénin, que lorsqu'il y a un peu d'humilité et un peu de sincérité, on peut venir à bout des difficultés les plus solides. Et déjà, vous avez vu comment le chef de l'État nigérien s'est porté au pied de l'avion pour recevoir son homologue béninois. C'est la preuve de la considération qu'il a pour le nouveau chef d'État. C'est vrai qu'entre-temps, on a vu cette guéguerre entre les deux États, et je dirais plutôt au sommet des deux États, parce que les populations, elles, n'ont pas véritablement participé à ce jeu-là. Mais à la fin, on a vu maintenant que déjà l'humilité du président béninois, son pragmatisme et sa sincérité ont ouvert des portes du côté de Niamey. C'est déjà ça ce dont on a besoin. Et les résultats n'ont pas attendu, parce que même si on n'a pas encore eu des résultats pratiques pour pouvoir quantifier, c'est-à-dire l'ouverture notamment de la frontière au niveau de Malanville, au moins déjà on a une promesse. Cette promesse est déjà très importante. Parce que pour moi, par exemple, qui est vécu un peu cette situation de fermeture, parce que je suis allé jusqu'à la frontière dans la période où ça a été fermé, et j'ai échangé avec les populations de Malanville. J'ai rencontré beaucoup de citoyens béninois qui m'ont dit qu'ils vont d'habitude travailler de l'autre côté de Gaïa, c'est-à-dire derrière la frontière. Et aujourd'hui, voilà que la frontière est fermée. Et certains prennent la voie de la barque, c'est-à-dire la voie du fleuve Niger, dans des conditions d'insécurité totale pour aller de l'autre côté. Vous voyez un peu les difficultés qu'il y a eu. Et quand j'ai fait le tour un peu de Malanville pendant, je crois c'était à peine 5 ou 6 mois après la fermeture des frontières, j'ai remarqué une ville morte, une ville désuète, une ville très calme. Et j'ai vu même des tenanciers de bars et de restaurants qui nous ont dit que complètement tout est au ralenti. Vous voyez, depuis ce temps à aujourd'hui, on imagine un peu l'impact que ça a eu du côté de Malanville. Et c'est pareil aussi à Gaïa, de l'autre côté de la frontière. Vous imaginez que les peuples avaient déjà ont soif de cette réouverture des frontières, ont soif de cette amitié retrouvée, ont soif de cette solidarité entre pays du Sud. Et moi, je pense que les chefs de l'État ont tout à gagner en allant jusqu'au bout de cette amitié retrouvée, de cette coopération qui est en train de se renouer, et ce sera bien pour les deux peuples du Niger et du Bénin, bien évidemment. Qu'est-ce qui... parce que les choses sont allées très vite. Romeo Douada a été investi il n'y a pas 2 semaines, sinon moins de 10 jours. Et déjà, je crois qu'il arrive à obtenir quelques résultats de côté de Niamey. Pourtant, il était un homme très influent du gouvernement Talon. Et d'ailleurs, la succession telle que ça a été organisé a laissé certains dire que c'est une sorte de Talon bis qui, ma foi, règne, je dois dire, sur le Bénin depuis le 24 mai dernier. Quand on a tous ces éléments ensemble, comment est-ce que ça peut s'expliquer que les choses aillent aussi très vite, Eric? Non, je pense que tout ce que nous voyons là ne sont pas le fruit d'une démarche précipitée. Nous avions reçu un spécialiste des questions des relations internationales qui nous confiait que généralement dans ce cas de figure, il y a un travail préparatoire qui avait été déjà fait et qui a abouti justement à ces genres de déplacements. Donc connaissons à quel moment Romeo Douada a été investi, et donc ça veut dire que l'administration diplomatique peut-être entre le Bénin et puis ses États voisins avait déjà commencé par faire un travail. Voilà. Après, quand les esprits sont alignés, quand des deux côtés on sent vraiment le besoin d'aller vers le dégel, on ne perd plus le temps dans des procédures, de longues procédures, voyez-vous. Et peut-être aussi que quand, à l'occasion de l'investiture, ces pays avaient envoyé des représentants, et pas les moindres. On a vu le Premier ministre du Niger, donc sans doute qu'à l'occasion, puisqu'il y a une audience aussi qui avait été accordée à ces représentants, la question a été abordée. Peut-être que des instructions ont été données à ce que les administrations des deux pays puissent rapidement faire évoluer les choses. Donc je pense que c'est aussi la force des grands hommes quand les idées sont là, la volonté y est, et que des instructions sont données, et je pense que la machine va très vite. Non, à mon avis, le travail a commencé même déjà sous Patrice Talon. Mais vous savez que nous étions déjà dans une phase de transition.
Est-ce qu'il fallait laisser les choses se faire sous Patrice Talon ou sous Wadayi? Je pense que la réponse, elle est vite trouvée. On finit d'organiser les élections, on passe à autre chose et on met la priorité devant nous. La priorité, c'est d'aller voir les frères et amis nigériens pour discuter de nos problèmes. Mais en amont, je suis sûr qu'il y a eu du travail. Et ce ne sont pas des... c'est pas comme... en tout cas, c'est pas des sujets qu'on étale sur la place publique lorsque vous êtes dans les discussions diplomatiques, lorsque vous êtes en temps de crise et tout. Ce ne sont pas des sujets qu'on vient étaler sur la place publique. Et donc, tout a été mené, disons, derrière le rideau. Et nous voyons aujourd'hui les fruits. Le plus important pour nous, c'est l'avenir. L'avenir, ça a commencé depuis hier avec Romuald Wadayi qui est allé à Niamey, qui a été reçu et il a pu échanger avec son homologue nigérien. Il est allé au Burkina Faso. Il y a encore 2-3 mois, on pouvait dire que ce n'est pas possible de le faire, mais depuis dimanche, à son investiture, et plus encore hier, nous avons vu que, comme l'a dit Eric, lorsque vous avez un minimum de ressources qui palpèrent en vous, vous pouvez la sortir pour essayer de sauver les meubles. Aujourd'hui, qui gagne quelque chose dans cette crise? Personne, ni le Bénin, ni le Niger. Qui a intérêt à ce que la crise puisse être jugulée? Le Bénin et le Niger et les autres pays de l'AES y compris. Et qui a intérêt que les deux États se reparlent, le Bénin et le Niger? Donc, on n'a rien à gagner dans une querelle qui nous a fragilisés pendant tout ce temps, parce que, pendant ce temps, eh bien, les ennemis de la paix, je veux parler des djihadistes, eux, ils frappent toujours. Si nous coalisons nos efforts, si nous essayons de mutualiser nos efforts, on va essayer de les repousser, on va essayer de réduire un tant soit peu les effets de leur action, de toutes les frappes qu'ils font, profitant donc de ces faiblesses que nous-mêmes nous avons créées. Donc je pense que le plus important, c'est l'avenir et les bases ont été posées hier. J'espère que ces experts-là iront très vite pour que nous puissions avoir les fruits encore plus concrets de ces déplacements de Romuald Wadayi vers ces pays-là. Oui, pour ma part, je veux d'abord commencer par féliciter et remercier, encourager cette diplomatie discrète qui a eu lieu. Parce que vous savez, comme on le dit, le bien ne fait pas du bruit. Déjà, pendant qu'il lançait sa campagne, pendant qu'il annonçait même plutôt son projet de société, il était encore candidat en ce moment, bien évidemment. Romuald Wadayi avait précisé que son objectif premier, c'est de faire en sorte de renforcer les coopérations avec les pays voisins. C'est très important cet aspect-là parce qu'il a dit que même si nous envisageons un développement colossal pour révolutionner tout ce qu'il y a à notre niveau, sans la sécurité et sans une bonne coopération avec les pays voisins, ce développement ne pourra pas être durable. Et effectivement, vous voyez, le jour de son investiture, on a vu cette forte délégation des pays de l'AES et on voit le premier ministre nigérien qui a été fortement ovationné. Il n'est pas venu par hasard. Il a reçu une invitation à bonne et due forme. Et il y a eu des choses qui ont été faites. C'est pour ça que je dis que je salue et j'encourage cette diplomatie discrète. Parce qu'il y a un gros travail qui a été fait dans l'ombre. Et ça, je pense que c'est comme ça qu'il faut aussi surprendre l'efficacité et la rapidité de cette diplomatie dans l'ombre que nous interrogeons. Et non pas parce que cela nous déplaît, mais parce que justement, ça nous intéresse de voir qu'en peu de temps, on a pu réaliser, je dois dire, quelque chose qu'on a peiné à réaliser en 3 ans. C'est ça justement le truc, c'est la marque déposée de l'homme qui vient. Il nous montre simplement qu'il ne parle pas beaucoup, mais qu'il agit. Ah oui. Et c'est ça justement ce que je suis en train de constater. Parce qu'il a annoncé, il n'a pas fait trop de communication. Vous savez, autrefois, d'autres présidents auraient dit, oui, nous avons envoyé une délégation à Niamey pour négocier les échanges et ainsi de suite et tout ça. Et puis, ça aurait été relayé par la presse, relayé par d'autres canaux. Les influenceurs vont se mettre dedans. Il y aura beaucoup de commentaires. Il y aura même des commentaires pas du tout appréciable. Donc, mais à la fin, vous avez vu, il n'y a pas eu trop de communication, mais on a eu les résultats. Je pense que c'est comme ça parfois qu'il faut mener la diplomatie. Parce que il le faut. Ce sont les résultats qui sont importants. Maintenant, venant aux résultats qu'on est en train d'avoir aujourd'hui, il y a aussi ce qu'on appelle la considération mutuelle. Je pense qu'il y a eu un gros problème entre Tiani
et Patrice Talon. Et la preuve qu'aujourd'hui, nous sommes en train de constater que quand Romuald Wadani s'est positionné et il a fait la démarche a été approuvée de l'autre côté. L'essentiel aujourd'hui, c'est d'aller jusqu'au bout parce que on n'a pas encore complètement gain de cause. Il y a un comité qui doit travailler dans un délai de 15 jours et on espère qu'au finish, à la fin de cette séance de travail, que nous ayons des conditions acceptables pour que les frontières soient ouvertes parce que qu'on le veuille ou non, vous savez très bien que dans l'ensemble, dans la sous-région, c'est le corridor du Bénin qui est actuellement le corridor le plus sûr, le moins onéreux pour les transporteurs et le plus sécurisé, le plus rapide aussi pour les transporteurs. Les transporteurs, on les a entendus plusieurs fois crier, geindre et personne n'a pu rien faire pour eux. Ils ont trouvé un autre corridor entre-temps. Est-ce que ça a vraiment soulagé les peines de cette population? Maintenant, côté commerce, on sait ce que Malanville représentait pour le Niger et on sait ce que Gaïa représentait pour le Bénin. Donc, qu'on le veuille ou non, on sait qu'aujourd'hui, maintenant, ce sont les deux pays qui ont tout à gagner à renforcer cette coopération et le pas est déjà donné, les signaux sont déjà en alerte. Maintenant, il faut qu'on aille jusqu'au bout pour que cette relation soit redynamisée. Nous irons au bout parce que il y a eu des engagements qui ont été pris, c'est quand même des chefs d'État. Donc je veux croire que ces engagements n'ont pas été pris juste pour faire plaisir à nos deux peuples. Voilà. Et aussi, on a lu, en tout cas, dans ce communiqué conjoint, la proposition du président Romuald Wadani qui a été acceptée de recevoir ici à Cotonou aussi, dans le cadre d'une visite officielle, le président du Niger, qui a accepté aussi. Je me dis peut-être qu'à l'occasion de notre fête de l'indépendance, pour cette année, nous aurons des invités de l'AES, puisque la même proposition a été faite aussi du côté de Burkina et qu'il a accepté. Donc nous ne sommes pas encore au bout de nos surprises et je pense que ce sont des moments qu'il faut souhaiter vivre dans une république, dans la vie des nations. Franck, on va finir. On va finir. Je pense que nous pouvons garder espoir. L'espoir, c'est dans les comportements que nous avons vus hier. Il y a maintenant de l'ouverture de chaque côté. Nous devons profiter à fond. Et ceux qui faisaient de cette filière-là un job, je pense que ce soit du côté du Niger ou du Bénin, ils peuvent changer de job et savoir que les peuples ont triomphé. Avant, il y avait un job. Oui, c'est une filière. Quand ça se passe comme ça, il y en a toujours qui en profitent. Je pense que c'est... Pourquoi vous m'obligez à penser à un confrère qui a passé bon. Non, vous verrez même que depuis merci à vous. Le registre, vous avez sans doute remarqué que le registre a changé. Absolument. C'est comme ça. Oui, ça a changé. Il fut un temps où il y avait un registre, il y a un temps qui est venu. Donc, comme l'a dit Franck, je pense que la boutique a fait. Merci d'avoir suivi cette émission. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette émission. Merci d'avoir été des nôtres. Vous passez une très bonne journée. Mesdames et messieurs, bonjour. Romuald Wadani pose d'ores et déjà les piliers du renforcement de la coopération régionale, l'une des grandes promesses de sa campagne électorale. Fraternité pointe qu'après le Nigeria lundi dernier, le président de la République du Bénin a effectué une visite officielle au Niger sur invitation du général d'armée Abdourahmane Tiani, président de la République du Niger, ce mardi 2 juin. Accueilli chaleureusement par son hôte, Romuald Wadani a participé à un tête-à-tête suivi d'une séance de travail élargie aux membres des deux délégations. Les échanges, menés dans un climat de grande cordialité, décrit le quotidien, ont porté sur les défis communs aux deux nations, ainsi que sur les grands sujets régionaux et internationaux. Les deux chefs d'État ont réaffirmé leur volonté commune de dynamiser la coopération bilatérale pour la hisser à la hauteur de leurs ambitions et des attentes légitimes de leurs peuples respectifs qui aspirent à la paix, à la sécurité et au développement. Les deux présidents ont exprimé leur engagement à œuvrer à la levée de tous les obstacles au renforcement de la coopération entre les deux pays, notamment la réouverture de la frontière Bénin-Niger, fermée depuis le coup d'État de juillet 2023,
indique Fraternité, empruntant les termes du communiqué conjoint ayant sanctionné la visite. Pour concrétiser cet engagement, un comité d'experts a été immédiatement mis en place, chargé de recenser et de lever les 10 obstacles. Il dispose d'un délai de 15 jours pour rendre son rapport. Après cette étape historique, le chef de l'État béninois a poursuivi son déplacement au Burkina Faso. Rapporte Fraternité. À son arrivée dans la capitale burkinabé, il a bénéficié d'un accueil protocolaire marqué par les honneurs militaires et le déroulement du tapis rouge. Cette rencontre entre les deux dirigeants intervient dans un contexte régional marqué par des défis sécuritaires et économiques majeurs, poursuit le Canard de Menontin, qui précise que les échanges devraient porter sur le renforcement de la coopération bilatérale, la lutte contre l'insécurité, le développement économique, ainsi que les mécanismes susceptibles de consolider la paix et la stabilité dans la région. À travers cette tournée régionale, Romuald Wadani envoie un signal fort, commente la Nouvelle Tribune. Nul n'a été surpris de voir Romuald Wadani effectuer une halte au Nigeria, le géant ouest-africain demeurant un partenaire économique pour Cotonou, affirmant le journal. Les étapes suivantes, à Niamey et à Ouagadougou, portaient quant à elles une dimension particulière. Depuis plusieurs années, les relations entre Cotonou et les autorités de ces deux pays sahéliens ont traversé des zones de turbulence dans un contexte régional marqué par des divergences de position sur plusieurs dossiers. Voir le nouveau président béninois être reçu successivement à Niamey et à Ouagadougou constitue dès lors un fait politique qui n'est pas passé inaperçu. Ces échanges apparaissent comme les premiers signes d'un dégel attendu par les peuples de ces deux pays frères. Décrypte la Nouvelle Tribune qui souligne un autre élément. Les rencontres de Niamey et de Ouagadougou ne se sont pas limitées à des échanges de courtoisie. Le président nigérien et son homologue burkinabé ayant répondu favorablement à l'invitation de Romuald Wadani d'effectuer une visite officielle au Bénin. Au-delà de la diplomatie, les contours de la gouvernance Wadani se dessinent également dans le registre du renseignement national. Le matinal informe que le président de la République a engagé une réforme majeure, actant par décret la suppression de la direction des services de liaison et de documentation et la naissance de la direction générale des services, une nouvelle structure appelée à renforcer l'efficacité du renseignement béninois face aux défis sécuritaires, diplomatiques et stratégiques contemporains. La direction générale des services a pour vocation de collecter, analyser et exploiter les renseignements nécessaires à la protection des intérêts fondamentaux de la nation. Pour le quotidien, cette réforme répond à une pression réelle. La dégradation accélérée du contexte sécuritaire régional et l'inadéquation croissante d'un appareil de renseignement conçu pour un autre monde. Et pendant que l'appareil national de renseignement change de look, les épreuves pratiques du baccalauréat session unique de juin 2026 démarrent au lycée Koulibaly à Cotonou par le dessin technique. Rapporte les 4 vérités. Le coup d'envoi est donné mardi 2 juin 2026 par le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique en charge de la formation technique et son collègue des enseignements secondaires. Sont en lice 7 séries pour 10 000 candidats. Fin de la revue de presse de ce mercredi 3 juin 2026.